Nous venons donc d'entendre un exposé sur la démarche programmatique qui arrive au mandat de 5 ans et qui débouche sur les priorités et les engagements. 6 priorités avons-nous dit et 7 engagements. Et un nombre incalculable de mesures phares pour remettre le Sénégal à l'endroit. Les 6 priorités concernent tour à tour le capital humain et l'emploi, le coût de la vie et l'énergie, et enfin la Casamance et le monde rural. S'agissant du premier point, le capital humain, nous l'avons mis en avant de ce programme parce qu'il renvoie à l'homme et donc à la finalité de toute politique de développement. Le capital humain, c'est l'école, c'est la santé, c'est la culture. L'école sera placée au cœur de la République comme moyen de transmission du savoir, du savoir-être et du savoir-faire, mais aussi comme espace de construction de la citoyenneté et enfin comme instrument de socialisation des enfants. La santé sera une priorité parce que nous devons assurer la disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des soins de santé tout en respectant tous les indicateurs de l'OMS en termes de personnel et d'établissements de santé, qu'il s'agisse de médecins, de sages-femmes et d'infirmiers, qu'il s'agisse d'hôpitaux, de centres de santé et de postes de santé, sur lesquels le Sénégal a un retard important, notamment pour les docteurs, les sages-femmes, les hôpitaux et les centres de santé. Nous respectons les normes que pour les postes de santé et les infirmiers et infirmières. Enfin, nous accorderons à la culture une attention soutenue pour en faire un instrument de cohésion sociale, de promotion des valeurs et de préservation du patrimoine national, un levier de valorisation du génie de notre peuple et un outil de création de richesses et d'emplois. Mais la culture comprise non pas seulement comme la production de produits culturels, mais comme le logiciel qui anime les hommes et les femmes de ce pays face aux défis de la nature et aux défis également de la vie en société. Deuxième élément des priorités, c'est l'emploi. L'emploi, puisque c'est le moyen de se réaliser et de se procurer des revenus pour les enfants de ce pays, les jeunes comme les adultes, et comme condition d'une dignité à acquérir, à conserver ou à recouvrer, il sera au cœur de tous les choix de politique publique. Cela veut dire que l'emploi ne sera pas compris comme étant le dernier maillon de la chaîne, ce qui vient une fois que toutes les actions seront entreprises. Cela sera présent au cœur de toutes les politiques publiques et comme quelque chose que le gouvernement se fixe comme objectif de réaliser pour la satisfaction des aspirations, notamment de notre jeunesse. Troisième priorité, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie concerne les dépenses les plus prégnantes et les plus récurrentes pour les ménages, celles que l'on réalise tous les jours, toutes les heures, tous les instants, et qui, quand elles sont trop chères, bien sûr, touchent le budget du ménage. C'est pour cette raison que nous en faisons une priorité absolue, puisqu'il s'agit de prendre des mesures significatives de baisse des prix des denrées et produits de première nécessité. Il ne s'agit pas, là, de choisir très facilement pour une opposition de dire que nous allons raser gratis et que tous les produits seront baissés, disons, de 40, de 30 ou de 25%. Il s'agit simplement de comprendre comment les prix se forment. Par, bien sûr, les coûts des produits, le coût de la monnaie extérieure d'importation ou quand il s'agit d'une importation, les marges de tous ceux qui les distribuent et la fiscalité de l'État. Nous comprenons, disons, que dans ce secteur-là, il faudra que l'État prenne, le gouvernement socialiste prenne un engagement fort vis-à-vis de sa population, qui consistera à dire
l'État fera en sorte que les produits de première nécessité deviennent des produits que les populations puissent supporter par rapport à ce qu'ils gagnent tous les jours comme revenus, qu'il s'agisse de salaire ou de revenus non salariaux. Mais également que tous les distributeurs qui se trouvent dans les segments de production puissent répercuter le plus rapidement possible les gains en ce qui concerne les baisses de prix et les fluctuations de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères. Aujourd'hui, c'est le grand problème. Vous avez un exemple type qui se pose aujourd'hui, c'est le cas de la farine, qui a baissé d'une manière extraordinaire depuis plus de 2-3 mois. Les prix n'ont pas encore été répercutés sur les consommateurs. Donc, il s'agit nous allons le retrouver d'ailleurs tout à l'heure dans les engagements, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une priorité. Le candidat va prendre un engagement là-dessus. Troisième priorité, c'est le coût de la... donc, quatrième priorité, pardon, c'est le monde rural. Le monde rural, pourquoi? Parce que dans ces différentes composantes, agriculture, pêche, élevage, il représente la majorité de la population totale, mais aussi la majorité de la population active. Si l'on dénombre aujourd'hui dans notre pays dans quel secteur les gens travaillent le plus, ce n'est pas dans l'emploi salarié du secteur privé ni de l'État, ce n'est pas dans le commerce, ce n'est pas dans les services, c'est dans l'agriculture. Il y a plus de 60% de la population active dans le monde rural. Ce sera une priorité et vous allez aussi le retrouver dans les engagements. Cinquième priorité, l'énergie. Pourquoi l'énergie? Puisque c'est un facteur technique vital, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. L'objectif est donc de répondre définitivement aux besoins en énergie des ménages et des entreprises en ce qui concerne le prix, la continuité et la qualité du service, tout en recherchant l'efficacité et la rentabilité énergétique par la diversification des sources, notamment par l'utilisation des énergies renouvelables et des énergies nouvelles également. Enfin, dernière priorité, la Casamance. La Casamance, cette région vivante et chaleureuse que nous aimons tant pour ce qu'elle apporte à notre nation, est une région meurtrie qui connaît l'insécurité depuis 3 décennies. Ce programme veut faire de la Casamance un véritable pôle de développement en initiant des stratégies de développement local et des projets facteurs d'intégration régionale avec la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Et c'est pour cela qu'il prévoit d'engager avec toutes les factions du MFDC les négociations sérieuses et sincères avec l'objectif de rétablir la paix et la sécurité dans le cadre d'une solution qui, à l'exception de la sécession, peut revêtir toutes les formes possibles, y compris un approfondissement du processus de décentralisation nationale. Voilà pour les priorités. Quels engagements pour le candidat? 7 engagements pour dès 2012, on aurait pu dire. Nous allons les décliner selon le rythme calendaire de leur réalisation. Le premier engagement, dès les premiers moments de l'investiture du candidat et après concertation entre l'État, les syndicats et les travailleurs, les associations de consommateurs, les producteurs et les distributeurs, il sera pris toutes les mesures de baisse significative et durable des prix des denrées et produits de première nécessité par la restructuration du prix de revient et par une utilisation judicieuse de la dépense fiscale. Cela concernera bien sûr le riz et l'huile, mais aussi le sucre et le lait et tous les autres produits, savons et autres, pour lesquels nous avons déjà des dossiers très avancés qui montrent que les marges pour diminuer ces prix existent. Et dès les premiers moments de l'investiture, le candidat fera prendre par le gouvernement les mesures nécessaires pour répercuter au niveau des consommateurs les baisses appelées par la situation actuelle.
Deuxième engagement. Deuxième engagement, dès avril 2012, le projet TACAL, puisque c'est un simple projet qui ne respecte pas d'ailleurs toutes les qualités d'un projet, dans sa fiabilité et dans la pertinence des options techniques et dans la durabilité et la soutenabilité de ses coûts, sera revisité pour, au-delà de la résorption simple d'un déficit, qui est quand même un objectif minimal, préparer la restructuration sérieuse du secteur en vue de trouver une solution définitive à travers un programme authentique de développement, pas de résorption de déficit, de développement du secteur énergie, dès avril 2012. Troisième engagement, sur la base des orientations des assises nationales. En mai 2012, les États généraux de l'emploi seront lancés pour mettre en œuvre de manière concertée et transparente les conclusions consensuelles, y compris les mesures portant sur les financements de programmes de création d'emplois qui recevront une allocation normée par rapport au PIB et par rapport aux recettes de l'État. Quatrième engagement, organisé au mois de juin 2012, un référendum d'adoption d'une nouvelle constitution qui met en place un régime où les pouvoirs sont équilibrés et séparés de facto et pas seulement de jure, et qui consacre les principes de responsabilité, de reddition des comptes à la charge des autorités publiques. On aurait pu ajouter aussi de concertation et de participation au bénéfice des citoyens. Cinquième engagement, dès juillet 2012, il sera créé un organe indépendant de lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et les infractions assimilées avec un pouvoir d'autosaisine, d'initiation de poursuites judiciaires pour garantir l'effectivité de la transparence et de la bonne gouvernance dans les affaires publiques. Sixième engagement, à partir du mois d'août 2012, évaluer avec l'ensemble des acteurs de l'école, le PDF, le Programme décennal d'éducation et la formation, dans ses résultats obtenus en termes d'apprenants structurels nécessaires pour une politique d'éducation cohérente et répondante aux besoins de notre pays, en asseyant avec les syndicats d'enseignants, les organisations des élèves et des étudiants et celles de parents d'élèves, un consensus national sur l'école pour incidemment bâtir un pacte de stabilité de 5 ans avec un système concerté de suivi, évaluation périodique qui sera supervisé par des personnalités indépendantes. Septième engagement, dès 2012, dans le collectif budgétaire réaménagé pour le budget 2012, il sera consacré 10% du budget national à l'agriculture avec l'objectif d'atteindre 15% à la fin du mandat en vue de réformer l'agriculture par un aménagement de l'espace rural à l'échelle de la communauté rurale avec comme unité territoriale de base le village-centre pour le remembrement des terres, l'organisation des activités agro-silvopastorales et l'équipement collectif utilitaire que sont l'école, le poste de santé ou la case de santé, le forage, le parc à bétail, les petites unités de transformation et j'en passe. Je rappelle que cet objectif est un objectif africain. Il est respecté par 3 ou 4 pays africains, si mes renseignements sont toujours exacts. Le Sénégal est au tiers, je crois, ou au quart au tiers de cet objectif. D'un seul coup, dès 2012, l'agriculture recevra 10% du budget national et atteindra, par une augmentation chaque année, 15% à la fin du mandat. Voilà pour les engagements. Mais vous vous doutez bien que ce programme ne s'arrête ni à 6 priorités, ni à 7 engagements.
Vous aurez, comme l'a annoncé tout à l'heure le présentateur et le directeur de campagne, un programme qui contient toutes les mesures prévues dans les différents secteurs de la vie nationale. Nous allons, en conclusion, vous en lire quelques-unes. Nous ne pouvons pas toutes les lire. Cela ne fait pas partie du PowerPoint d'ailleurs, mais cela vous permet de voir un peu la richesse du programme en ce qui concerne la prise en charge des aspirations des Sénégalais et en conformité avec les engagements, les conclusions des assises nationales, les engagements dans Benno et l'option de socialisme démocratique du candidat. En ce qui concerne notamment les institutions, il doit être clairement dit, cela n'est pas évident dans tous les programmes, que la Constitution qui sera votée établira une nouvelle institution présidentielle qui est chargée de l'unité nationale, de garantir l'unité nationale, l'intégrité du territoire, le fonctionnement régulier des institutions, qui nomme le Premier ministre dans des conditions définies, qui nomme le chef d'état-major général de l'armée et le haut commandant de la gendarmerie, qui accrédite les ambassades et les envoyés extraordinaires et recevra les lettres de créance des ambassadeurs envoyés chez nous, qui nomme le médiateur, qui peut dissoudre l'Assemblée dans certaines conditions. En tant qu'arbitre, il ne peut occuper aucune fonction dirigeante dans un parti politique ni appartenir à une association. L'Assemblée nationale, chambre unique pour le moment, au regard de notre situation économique, sera le principal centre d'impulsion de la vie politique, le lieu d'expression de la volonté populaire et, par excellence, le lieu de débat républicain et de délibération, de contrôle, c'est une disposition nouvelle, du niveau d'endettement de notre pays et de l'action gouvernementale dans l'évaluation des politiques publiques. Et elle pourra déclencher des procédures de mise en accusation du président de la République et du Premier ministre en cas de haute trahison, mais une haute trahison définie très concrètement, violation de serment, violation délibérée de la Constitution, atteinte aux droits humains, crimes et délits financiers dans l'exercice de ses fonctions, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire. Le Premier ministre est désigné par la majorité parlementaire en son sein, investi par l'Assemblée, nommé par le Président et doté de pouvoirs pléniers de chef de gouvernement qui dispose de l'initiative des lois et qui convoque les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée. Le gouvernement comprendra 20 ministres au maximum, nommés par le Premier ministre, proposés par le Premier ministre et nommés par le Président, après audition et non-objection émise par un comité parlementaire. Le gouvernement, dans cette Constitution, détermine et conduit la politique de la nation. Le Premier ministre et les ministres feront une déclaration écrite de patrimoine avant de prendre fonction et au moment également de quitter leur fonction. Les principes de révocabilité, de responsabilité et de reddition de comptes leur sont applicables. Troisième pouvoir, la justice. Une cour constitutionnelle sera, innovation majeure aussi, gardienne de la Constitution, juge de la constitutionnalité des lois par voie d'action et par voie d'exception inconstitutionnelle et dotée de pouvoirs d'interprétation de la Constitution. Elle sera composée de 7 membres qui seront nommés 3 par le président de la République, 2 par le gouvernement et 2 également par l'Assemblée nationale. Parmi les professeurs titulaires de droit ayant une expérience de 15 ans au moins, les avocats ayant au moins 20 ans de carrière et les magistrats et anciens magistrats ayant au moins 25 ans de carrière. Le Conseil supérieur de la magistrature sera présidé par le président de la Cour de cassation avec voix prépondérante et il comprendra de façon paritaire les présidents et chefs de parquet et hautes juridictions et un nombre égal de magistrats élus parmi leurs pairs.
Le Conseil économique et social sera rationalisé et retrouvera sa vocation initiale d'une organisation dont le fonctionnement, l'organisation et les coûts de structure et d'activité seront réduits et rationalisés. Et enfin, sous l'empire des principes intangibles, il sera limité strictement le nombre de mandats successifs à 2 pour le président de la République, à 3 pour les autres élus, comme les députés. C'est une innovation majeure. Les présidents de région, et les députés, les présidents de région et les maires. Et il sera interdit de cumuler les mandats et les fonctions tant pour les ministres que pour les députés, les présidents de région, les maires et les présidents de communautés rurales. Voilà pour l'architecture institutionnelle. Qu'en est-il pour les libertés, la citoyenneté et la démocratie? Il sera adopté par voie référendaire une charte des libertés et de la démocratie, innovation majeure inspirée des assises nationales, qui a une valeur constitutionnelle et qui ne peut être révisée que par référendum. Comprendra tous les principes qui gouvernent les rapports entre les pouvoirs, les droits et libertés et les principes généraux des scrutins électoraux et référendaires. Deuxièmement, il sera institué un juge des libertés qui bénéficiera d'un véritable statut pour mettre fin aux abus de la détention préventive. Troisièmement, les citoyens pourront saisir la Cour constitutionnelle de recours à bref délai contre les décisions administratives attentatoires aux libertés publiques. Quatrièmement, il sera consacré le principe tant demandé de la présence de l'avocat dès les premières heures de la garde à vue pour garantir les droits de la défense dès le stade de l'enquête préliminaire. Il sera institué sous des conditions à définir et à discuter le référendum d'initiative populaire. Il sera garanti aux citoyens le droit à l'information pour rendre effective leur participation et celle des acteurs politiques, économiques et sociaux dans la gestion des affaires publiques. Et enfin, il sera établi des mécanismes citoyens de contrôle de l'effectivité et de la sincérité des dépenses publiques dans le rayon territorial du Sénégal pour évaluer les politiques publiques de finances publiques. Voilà pour les droits et libertés. Quid maintenant de la décentralisation? Les mesures phares, elles sont nombreuses. On peut en retenir quelques-unes. Il sera évalué d'abord la politique de décentralisation, notamment dans son premier volet de transfert de compétences, au fin de l'élargir et renforcer pour une plus grande implication des populations dans la gestion de leurs affaires locales et pour la redéfinition des attributions des collectivités locales. Deuxièmement, il sera approfondi le principe de décentralisation, la décentralisation en renforçant le principe constitutionnel actuel de libre administration qui n'a pas empêché que de manière intempestive les collectivités locales puissent être mises sous délégation spéciale. Ces principes seront rendus plus clairs de manière à établir que les élus locaux ont une égale dignité que les élus nationaux. Et de ce point de vue, il sera encadré par une loi, le régime de la délégation spéciale des collectivités, par une redéfinition des conditions et critères, ainsi que par un contrôle judiciaire des décisions administratives, afin d'éviter les abus. Enfin, il sera envisagé une réflexion sur le découpage territorial, mais en faisant en sorte que ces mesures ne soient pas plus seulement de l'ordre réglementaire, mais qu'elles puissent être disons, entériné par la loi. Enfin, innovation majeure, il sera réformé la fiscalité locale pour définir une nouvelle clé de répartition de ressources nationales. Notamment, les produits de la TVA, impôt d'État, seront à hauteur de 25% des impôts locaux. Ce qui contribuera à changer radicalement le niveau des ressources des collectivités locales, et il sera institué en même temps un système de péréquation pour favoriser la solidarité entre les collectivités. Le programme ne s'arrête pas là.
Il concerne aussi l'administration, dont vous savez que dans les dernières années, elle est sortie de son giron de neutralité, de professionnalisme et de caractère républicain. Donc, elle sera refondée sur la base de la promotion du principe républicain, d'une administration neutre, de services publics de qualité rendus aux usagers, suivant les standards les plus élevés. Et il sera explicité dans des actes et par des normes appropriées dans les langues nationales, les procédures administratives et les règles du jeu social, politique et économique, ainsi que les principes directeurs de l'administration publique. Ces règles seront mises hors de portée des manœuvres politiciennes et il sera renforcé le système des incompatibilités entre fonctionnaires et certaines fonctions pour éviter l'implication trop heurtée dans la vie politique. Cela ne veut pas dire faire échec au droit de tout fonctionnaire d'avoir quand même, disons, un engagement politique qui lui est reconnu par la Constitution. Il sera normalisé le système de compétition pour l'accès aux emplois de l'État sur la base du mérite et sur la base de la discrimination positive, par exemple des parts aux handicapés, etc. Et pour les hautes fonctions de l'État et du secteur parapublic, il sera fait appel à candidature et à compétition sur la base de principes de carrière et de professionnalisme et de compétences. Il sera mis fin sans délai à l'agencialisation sauvage de l'administration en dehors de toute légalité pendant 7 ans et par la suite au prix d'une légalité très douteuse pour porter la réflexion sur le cadre institutionnel approprié avant toute nouvelle création de ce type de structure qui devra être encadrée. Il sera créé l'organe de lutte contre la corruption, nous en avons parlé, mais il sera créé également un organe de vérification générale de l'État à statut indépendant qui va remplacer l'inspection générale d'État, à statut indépendant.